C'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Peau d'âne. Il était une fois, dans un royaume dont on a aujourd'hui oublié le nom, un roi comblé de bonheur. Son royaume était prospère et ses voisins lui témoignaient un profond respect. Il avait pris pour épouse une princesse d'une grande beauté et d'une infinie douceur, et tous deux s'aimaient tendrement d'un amour rare. De leur union naquit une fille unique, la princesse Isor, aussi gracieuse que bienveillante. Leur palais était splendide. Ses écuries en particulier jouissaient d'une grande renommée, car le roi vouait une passion sincère pour les chevaux. Toutefois, les visiteurs ne pouvaient dissimuler leur étonnement en apercevant, à la place d'honneur, qui recevait les soins de tous les palefreniers. Mais oui, il s'agissait d'un âne aux grandes oreilles. Il n'est pas difficile d'en comprendre la raison, car chaque matin, la litière de l'âne, au lieu d'être souillée, était recouverte de pièces d'or étincelantes. Mais le bonheur est chose fragile. La reine tomba gravement malade. Sentant sa fin approcher, elle fit appeler le roi à son chevet et lui dit « Je vous en conjure, mon bien-aimé, si un jour l'envie vous prend de vous remarier, ne choisissez pour épouse qu'une femme qui me surpasse en beauté et en vertu. »« Oh, ma douce, jamais je ne me remarierai !» s'écria le roi. « Promettez-le-moi néanmoins, » murmura la reine. Les yeux baignés de larmes, le roi en fit le serment. Peu après, la reine mourut dans ses bras. Très affligé, le roi finit par trouver un certain réconfort avec le temps. De toutes parts, on lui rappelait qu'il n'avait qu'une fille et que pour la stabilité du royaume, il fallait qu'un fils héritât du trône. Il devait donc prendre une nouvelle épouse. Malgré quelques résistances, le roi finit par accepter. Mais il était résolu à respecter la promesse faite à la reine défunte. Il fit venir au château toutes les princesses à marier des alentours, mais aucune n'était aussi belle ni vertueuse que la reine. Seule une princesse la surpassait en beauté. C'était sa propre fille, Isor. Et le roi décida de l'épouser. La pauvre princesse crut s'évanouir en apprenant son funeste projet. Bouleversée, elle alla trouver sa marraine la fée, qui vivait dans une grotte tapissée de lilas. « Belle Isor, sèche donc tes larmes. Dis au roi ton père que tu accepteras de l'épouser à condition qu'il te donne une robe couleur du temps. » La princesse suivit le conseil de sa marraine. Le roi ordonna immédiatement qu'on confectionne cette robe, menaçant de mort les artisans s'il tardait. Le lendemain matin, on revêtit Isor d'une robe d'un azur si éclatant qu'on eût dit un morceau de ciel. Désemparée, la princesse alla consulter la fée des lilas. Surprise, cette dernière lui conseilla « Princesse Isor, demandez au roi votre père une robe couleur de lune. » Sans plus attendre, Isor formula son souhait à son père en tremblant. Le roi convoqua ses couturières et ses tailleurs en leur promettant la pendaison s'ils ne réussissaient pas le prodige. 2 jours plus tard, on apporta la robe désirée, du plus beau blanc nacré et brodée de fils d'argent. La fée des lilas elle-même fut éblouie devant le résultat. Elle prit sa filleule dans ses bras et lui suggéra « Demande-lui une robe couleur du soleil. Jamais le roi ne parviendra à t'offrir pareille merveille et il abandonnera son projet insensé. »
Mais le roi était prêt à tout. Il fit fondre les bijoux les plus précieux du royaume et mobilisa les artisans les plus habiles. 3 jours plus tard, il présenta à Isor une robe si resplendissante qu'elle aveuglait tous ceux qui l'admiraient. La princesse se tourna une fois de plus vers sa marraine. Très contrariée, la fée des lilas lui souffla une dernière ruse. « Je ne vois désormais qu'un seul moyen d'échapper à ce mariage. Il faut que tu demandes à ton père la peau de l'âne qu'il chérit tant. » Isor s'exécuta. Le roi, bien qu'étonné par cette requête, y consentit. L'âne, qui pourvoyait avec prodigalité à toutes les richesses du royaume, fut abattu, et sa peau envoyée à la princesse. La princesse éclata en sanglots, et elle a trouvé sa marraine. Mais cette fois, la fée des lilas lui dit « Hélas, je crains bien qu'il ne te reste plus qu'une seule solution. Couvre-toi de cette peau et fuis bien loin d'ici. Je vous donne néanmoins ma baguette magique. Ne vous en séparez pas, car grâce à elle, vous pourrez retrouver vos robes et vos bijoux quand vous le souhaiterez. » Ainsi déguisée, la princesse se glissa hors du palais sans que personne ne la reconnaisse. Sa disparition provoqua un tumulte considérable. Le roi, furieux, organisa d'immenses recherches, mais la princesse était déjà bien loin. Isor marcha longtemps. Enfin, elle atteignit un village où, méconnaissable sous son habit misérable et couvert de crasse, elle ne suscita que mépris et moquerie. Une fermière l'embaucha néanmoins pour accomplir les tâches les plus ingrates, laver les torchons, nettoyer les porcheries et garder les moutons. Peu à peu, les habitants s'habituèrent à son apparence repoussante et la surnommèrent Peau d'âne. Les jours de repos, loin des regards, Peau d'âne s'enfermait dans son humble masure et revêtait ses robes somptueuses. L'éclat des joyaux illuminait alors la petite pièce et, dans le miroir, Isor redevenait la princesse qu'elle avait toujours été. Pourtant, jamais elle n'avait osé porter la robe couleur de soleil, de peur d'éveiller les soupçons. Un jour, cependant, elle se décida à l'enfiler. Ce même jour, le fils du roi de ce pays, à qui appartenait la ferme, vint s'y reposer après une chasse. Ce jeune prince, élégant, vertueux et plein de noblesse, avait toujours repoussé le mariage, résolu à n'épouser que celle qu'il aimerait. Après une collation champêtre, il visita les alentours et finit par apercevoir la petite masure de Peau d'âne. Intrigué par le faisceau lumineux qui s'en échappait, il s'agenouilla devant la porte et colla son œil contre le trou de la serrure. Ce qu'il vit le laissa bouche bée. Devant lui se tenait une princesse d'une beauté éblouissante, parée d'une robe d'or resplendissante. Ses cheveux étaient ornés de perles et de diamants, et son visage, empreint d'une douce mélancolie, le bouleversa. Dès cet instant, le prince en tomba éperdument amoureux. Bouleversé par sa vision, le prince se précipita vers la ferme et interrogea la fermière. « Qui vit dans la petite cabane près du chemin ?»« Une pauvre fille que j'ai prise en pitié, » répondit la fermière. « Elle s'occupe des tâches les plus ingrates, laver le linge, nettoyer les porcheries, garder les moutons. On la surnomme Peau d'âne à cause de l'immonde pelisse qu'elle porte sans jamais s'en séparer. Elle est laide comme le loup, mais elle travaille avec tant d'application que je n'ai pas le cœur de la renvoyer. » Le prince, abasourdi, retourna au palais. Mais bien vite, il fut consumé par une passion dévorante et tomba gravement malade. Il ne parvenait pas à se défaire du souvenir de cette princesse radieuse, aperçue à travers la serrure. Il se garda pourtant d'en faire part à ses parents, craignant qu'on ne le prenne pour un insensé. Les médecins se succédèrent à son chevet, impuissants face à son mal mystérieux. Désespérée, la reine vint le voir et lui dit tendrement « Mon fils, te voir dans cet état me fend le cœur. Dis-nous ce que tu désires et nous te le donnerons. »
d'une voix faible, il murmura « Mère, je voudrais que Podane me prépare un gâteau. Peut-être cela m'apportera-t-il un peu de réconfort. » Intriguée par cette étrange requête, la reine s'exécuta néanmoins et envoya un serviteur ordonner à Podane de confectionner un gâteau pour son fils. En recevant le message, la jeune fille sourit, car elle avait aperçu le prince dans le reflet de son miroir le jour où il l'avait observé par le trou de la serrure. Avec soin, elle ôta sa peau d'âne, se lava les mains, brossa ses longs cheveux et enfila une robe simple mais élégante. Puis, elle s'attela à la tâche. Elle mélangea de la farine, du beurre et des œufs bien frais. Tout en travaillant la pâte, elle laissa tomber de ses doigts un anneau d'or. Certains affirment que la princesse laissa tomber la bague délibérément, mais nul ne saurait dire avec certitude si ce geste fut calculé ou simplement l'œuvre du destin. Quoi qu'il en soit, le dessert fut aussitôt envoyé au château. Impatient, le prince dévora le gâteau avec avidité au point de manquer de s'étouffer lorsqu'il sentit un objet dur sous sa dent. Il extirpa l'objet et découvrit une bague d'une délicatesse inégalable. Seule une princesse pourrait avoir un doigt aussi fin, songea-t-il. Il le couvrit de baisers et le posa sous son oreiller. Mais très vite, son état s'aggrava à nouveau. Les médecins convoqués à son chevet furent unanimes. Le prince se mourait d'amour. Le roi et la reine le prièrent d'accepter de se marier. Faiblement, le prince murmura « Je consens à épouser la jeune femme à qui appartient cet anneau. » Le roi et la reine prirent la bague, l'examinèrent et conclurent, comme le prince, qu'un pareil bijou ne pouvait appartenir qu'à une fille de bonne famille. On ordonna que toutes les jeunes filles du royaume se présentent au palais pour essayer l'anneau. D'abord vinrent les princesses, suivies des duchesses, des marquises et des baronnes. Mais aucune d'entre elles ne réussit à passer l'anneau à son doigt. Déterminé, le prince convoqua ensuite les servantes, les paysannes et les cuisinières. Mais leurs gros doigts ne purent enfiler la délicate bague. Le roi et la reine commençaient à désespérer lorsque le prince demanda « Pourquoi n'ai-je pas vu cette peau d'âne qui m'a fait un si bon gâteau ?» Chacun se mit à rire, mais on alla chercher peau d'âne au fond de sa masure. Celle-ci, en entendant la publication faite par les héros, avait bien soupçonné que sa bague était la cause de toute cette effervescence. Éprise du prince, elle frémissait à l'idée qu'une autre dame de la cour puisse avoir un doigt aussi fin que le sien. Mais cette angoisse s'évanouit bien vite lorsqu'on vint la chercher pour la conduire auprès du prince. Lorsque peau d'âne pénétra dans la salle du trône où l'attendait le prince, un murmure moqueur parcourut l'assemblée. Elle était si repoussante, avec sa peau d'âne. « Approchez, » dit simplement le prince, « et donnez-moi votre main. » D'un geste hésitant, la jeune fille écarta les pans de sa peau d'âne et tendit une main d'une finesse exquise. Un silence stupéfait s'installa. Le prince glissa délicatement la bague à son doigt. Elle lui allait à merveille. Alors, d'un mouvement gracieux, Isor se débarrassa de son hideux manteau et apparut dans l'éclat éblouissant de sa robe couleur de soleil. Le roi et la reine en restèrent médusés, et le prince, émerveillé, tomba à genoux devant elle. « Qui es-tu ? Je ne peux pas croire que tu sois une simple servante, mais même si tu n'es pas de lignée royale, je te prie d'accepter de devenir mon épouse. » Alors, Isor prit la parole et dévoila son incroyable histoire devant la cour tout entière. Tous l'écoutèrent avec stupéfaction. Le mariage fut célébré dès le lendemain, dans la joie et la magnificence. Des princes vinrent de tous les pays, en carrosse, à cheval et même à dos d'éléphant. Le père d'Isor, qui avait entre-temps épousé une noble veuve d'une grande beauté
et d'une grande vertu, vint assister aux noces et, plein de remords, implora le pardon de sa fille. Isor et son prince vécurent une existence longue et heureuse, entourés de leurs nombreux enfants, et leur amour devint une légende que l'on raconte encore aujourd'hui. Ainsi s'achève l'histoire de Peau d'âne, adaptée pour l'heure du conteur d'après un conte de Charles Perrault. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!